Je vais attendre que les dernières personnes prennent place dans cette belle salle. Dernière grande conférence dans la salle des colonnes pour le festival de cette année. Belle conférence, parce que j'ai eu quelques échos d'avance, donc je le sais. Une conférence avec messieurs Thierry Loger, sur ma gauche, et Olivier Véron, ici, et que je vais présenter. Et pour ne pas faire perdre trop de temps, donc Monsieur Thierry Loger est maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université Paris-Sorbonne, membre du Centre André Chastel, et il travaille notamment sur les perméabilités entre sciences et arts au XIXe siècle. Et vous avez peut-être eu déjà la chance de l'entendre lors du festival, puisqu'il a présenté hier matin, l'ouvrage Ernest Thompson Seton, portraitiste du monde sauvage chez Vendémiaire. Et, si je ne m'abuse, ce matin, des images pour l'animal, instruction visuelle et conservation des espèces dans l'État de New York entre 1869 et 1914 aux presses universitaires de Strasbourg. À ses côtés, monsieur Olivier Véron, historien de l'art, qui a fait un doctorat en patrimoine et histoire de l'art contemporain, dont le titre de la thèse, parce que c'est en lien avec tout le thème aussi du festival, donc je me permets de la donner, la galerie de paléontologie, d'anatomie comparée et d'anthropologie du Jardin des Plantes de Paris, le bilan artistique d'un siècle d'histoire au Muséum, pour laquelle il a reçu le prix Lambert en 2021. Félicitations, je ne l'avais pas dit avant. Et il a participé notamment, et on fait un peu d'autopromotion du festival, à une table ronde en avant-première du festival au musée de Nantes, il y a 3 semaines à peine, qui portait sur la sculpture « Le gorille enlevant une femme » d'Emmanuel Frémier, qui a été sculpté en 1887. Et tous les deux vont nous offrir une conférence dont je dois vous avouer que à chaque fois que j'en parlais, ou à chaque fois que je parlais du festival, on me disait il y a une conférence qui a un titre trop bien, Avant Bambi, la psychologie animale dans les arts visuels, 1855-1910. Je vous demande de les accueillir bien chaleureusement. Bien, bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence et vraiment de nous écouter aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous avons décidé de partager cette conférence avec Olivier Véron sur la psychologie animale dans les arts visuels. Et pour ouvrir donc cette communication, vous expliquer un petit peu ce titre, Avant Bambi. Avant Bambi, puisque dans son article de 1992, intitulé The Trouble with Bambi, Walt Disney's Bambi and the American Vision of Nature, Ralph Lutz signale combien l'adaptation cinématographique du roman de Félix Salten, Bambi, transforma de façon durable le rapport des Américains au cerf. Et pendant les 45 premières minutes, vous connaissez tous ce film, le spectateur apprend à connaître Bambi, à s'attacher à sa personnalité, puis subitement intervient la mise à mort de la mère du faon dont s'est entiché le spectateur. Par cette seule scène, se déroulant pourtant hors champ, et pour laquelle nous ne voyons pas la mort de l'animal, le film devient un puissant plaidoyer contre la chasse. L'attachement pour l'animal individuel, sublimé par sa mignonnerie, rend la séquence d'autant plus marquante et son souvenir persistant, voire traumatique pour nombre d'entre nous. Le film rencontra une opposition très ferme de la part des chasseurs dans la presse dédiée à la chasse, donc immédiatement à sa sortie, l'adaptation cinématographique fut qualifiée d'insulte à l'égard des chasseurs américains. Donc, comme le précise Lutz, le, je cite, complexe de Bambi ou encore le syndrome Bambi sont des termes consacrés encore aujourd'hui pour se moquer ou pour rejeter la tendance sentimentale ou compatissante vis-à-vis de la faune sauvage. Dès que l'on estime qu'un animal est trop humanisé à des fins de sensibilisation, le souvenir de Bambi est inévitablement convoqué. Et cet usage du célèbre faon pour le discrédit rend ainsi évidente la force de l'individualité animale relatée ou dessinée. Il est certain que Disney avait saisi combien l'anthropomorphisme pouvait être un éminent agent
d'éducation à l'amour de la faune et il travailla par conséquent à l'accentuation de caractéristiques physiques enfantines, que vous voyez ici, visant à attendrir le spectateur. Donc cette création d'un animal doté d'une individualité, d'une expressivité et d'un potentiel moral était toutefois un héritage né d'un siècle d'utilisation de l'art animalier à des fins de sensibilisation du spectateur. Donc cette communication du jour vise par conséquent à tracer une généalogie, tout d'abord en France avec Olivier, puis les États-Unis avec moi, pour la mise en image de la psychologie animale à des fins de sensibilisation pour aboutir à un film tel que Bambi. Je donne par conséquent immédiatement la parole à Olivier Véron. Je vous remercie. Alors, cette introduction étant faite, j'entrerai directement dans le vif du sujet, en parlant effectivement du développement de la sensibilité animale dans les beaux-arts durant la seconde moitié du 19e siècle, je bafouille, en France, et en signalant que cette sensibilité animale, elle trouve comme facteur deux éléments principaux. L'un est l'essor de la cause animale, évidemment, qui s'incarne par des sociétés de protection animale telles que la SPA. Et le second facteur, c'est l'accaparement par la vulgarisation scientifique de cette science qu'est la psychologie animale. La psychologie animale qui est finalement l'ancêtre de l'éthologie. Alors, concernant la cause animale, l'intéressant est que la sympathie à l'égard de l'animal eut comme soutien les beaux-arts. Or, la Société protectrice des animaux a longtemps négligé le médium artistique et l'intérêt que pouvait présenter l'image en tant qu'outil didactique. Ce n'est que très tardivement, en 1904, soit près de 60 ans après la création de la SPA, que cet organisme songea à organiser un grand salon des artistes animaliers sous la forme d'un concours, un concours récompensant la meilleure œuvre en rapport avec la cause animale. La SPA ne fut pas le seul organisme à patronner ce concours, puisque cette exposition fut placée sous une double tutelle, la SPA et l'Institut de psychologie animale, qui était alors rattaché au Muséum de Paris. Cet établissement, dédié à l'étude du comportement animal, donnait une caution scientifique à ce salon des animaliers. Et en outre, le directeur de cet institut était l'un des membres actifs de la SPA. Du reste, voici l'œuvre qui fut primée, celle-ci. C'est le Chartier Brutal, qui est réalisé par l'illustrateur Léon Carré. L'œuvre correspondait aux attentes des organisateurs, tant elle faisait, sur le plan moral, la promotion, l'apologie du comportement vertueux. Effectivement, le sujet, comme vous le voyez, c'est l'intervention d'une âme charitable, cette femme qui lève le bras pour stopper le charretier brutal qui tente de faire relever son cheval exsangue à coups de fouet. La majeure partie des œuvres qui furent exposées lors de ce salon, elles figurent principalement des animaux dits domestiques ou utiles. Ces sujets, évidemment, ne reflètent pas l'étendue de la sympathie animale qu'éprouve le public dans ces années 1900. Ces sujets, ils incarnent surtout l'esprit de la SPA et finalement son activisme durant la seconde moitié du XIXe siècle. Un activisme qui trouva un soutien étatique incarné par l'importante loi Grammont, votée, si tu veux, votée en 1850. Cette loi, réclamée par la SPA, punissait d'une peine de prison et d'une amende tout mauvais traitement infligé aux animaux domestiques. En marge de ce moyen répressif, la SPA prit le parti, un parti plus sûr et plus pérenne, d'éduquer à la compassion, notamment du côté des propriétaires de chevaux, parmi lesquels on compte le plus de cas de maltraitance à cette date. Ce prosélytisme tenait essentiellement à des ouvrages législatifs sur les questions pénales, des ouvrages didactiques comme ce petit recueil moral nommé La cruauté
Envers les animaux, c'est la ruine, un recueil moral dédié aux conducteurs de chevaux, ou même des manuels pratiques sur la bonne exploitation du cheval, tel que l'ouvrage au titre significatif « Les martyrs du travail ». Si la SPA n'exploita que tardivement cette ressource que sont les beaux-arts, l'influence des nouvelles préoccupations sociales trouva comme écho l'estampe. L'estampe, qui fait l'objet d'une large diffusion, est un bon reflet de ces préoccupations. Parmi les recueils de gravures les plus connus, il ressort cette série, La vie d'un cheval, par l'illustrateur Victor Adam. Cette planche-ci prend la forme d'un tableau synoptique, réunissant finalement les multiples exploitations ou les multiples vies du cheval, de sa jeunesse, que l'on voit dans la première vignette, sa jeunesse insouciante, à son entrée dans la vie active, puis son long déclin, jusqu'à la dernière vignette présentant l'équarrissage. C'est justement cette vignette, oui, ceci c'est très bien, cette vignette du coche où le cheval maltraité est blessé et harassé par un voiturier ruste et rougeau, qui fut certainement la plus appréciée, puisqu'elle fit l'objet de reprises, dans laquelle l'artiste produit une sorte de triptyque, finalement, puisque vous voyez à droite la jeunesse du cheval et à gauche, effectivement, le cheval mort emmené à l'équarrissage, c'est-à-dire sa vie avant et après cette vie de labeur. L'intégration de ces sujets sociaux dans les beaux-arts donne des résultats encore plus spectaculaires, souvent. Des artistes comme le peintre et aquarelliste Théodore Faure ou l'éminent sculpteur Emmanuel Frémier, par exemple, traitèrent du cheval de Somme, de la bête de Somme. Ici, par exemple, c'est le même sujet qui est représenté, ce sont des chevaux de halage. Sur ce thème, la pièce la plus intéressante est, selon nous, l'œuvre de Frémier. Sa charge émotionnelle est aussi forte que celle de Théodore Faure, mais sa portée significative est un peu plus puissante, comparée à l'œuvre de Théodore Faure, qui est plus littérale finalement. Frémier, en artiste intellectuel, il propose une ellipse du sujet en se focalisant sur la servitude du cheval, sur l'âpre labeur auquel les percherons sont condamnés, un labeur qui est concentré sur les jambes cagneuses du cheval, tandis que le postillon, qui a disparu, est remplacé par ces motifs que vous apercevez sur la terrasse, qui sont l'encre marine et l'anneau. Ces deux éléments symbolisent finalement à la fois l'activité du cheval, son activité maritime, de tirer les bateaux, et l'assujettissement des bêtes de Somme. Cette charge émotionnelle, je veux bien, touchant le cheval victime de l'homme, tout comme ce rébus que on lit sur la terrasse, Frémier les avait déjà exploités dans une œuvre exposée 2 ans auparavant. C'est cette œuvre-ci. Il s'agit de la sculpture Âme au faucon, jeune cheval de trait. Cette œuvre avait fortement impressionné la critique et le public. Elle avait quelque chose d'assez inédit à cette date. Effectivement, Frémier détourne les codes de la statue équestre en supprimant le sujet principal, normalement le cavalier, et en présentant finalement une scène de genre que l'on perçoit ou que l'on comprend à travers le titre et à travers, encore une fois, les éléments figurés sur la terrasse. Le titre, donc, Âme au faucon. Montfaucon désigne l'ancienne place d'exécution, l'ancien gibet de Montfaucon, qui est devenu à cette date l'un des principaux centres d'équarrissage parisiens. Et le sujet, effectivement, trouve son exégèse dans les éléments qui se trouvent sur la terrasse. Et je n'ai pas d'image meilleure, non, il faudra me croire sur parole. Ces éléments sur la terrasse, c'est un couteau, une patte de cheval que vous percevez peut-être ici, une patte de cheval tranchée et un rat. Ces éléments désignent l'avenir, évidemment, de ce percheron.
Le retentissement de cette sculpture, parce qu'elle a eu un très fort retentissement, elle est due au fait que la sculpture ravivait les récents débats de la loi Grammont, votée tout juste 3 ans auparavant. Tous les critiques comprirent l'enjeu et la portée de cette œuvre, une œuvre réalisée grandeur nature, une sculpture monumentale. C'est la condamnation d'un cheval de trait, jeune encore, qui, ayant la patte brisée, est devenu inutile à son propriétaire. De fait, la réception considérable de cette œuvre, elle échappe aux questions artistiques. Elle se concentre tout entière sur la pitié animale. Elle questionne aussi l'empathie du public. Des journalistes tels que les écrivaines et publicistes Louise Boldieu et Claude Vignon s'intéressèrent par exemple au ressenti de l'animal en décrivant la terreur du cheval, ce cheval aux yeux bandés, tirant sur son licol, aujourd'hui disparu, le museau redressé, semblant humer l'odeur de sang, c'est du moins ce qu'elles décrivent. Ces mêmes critiques d'ailleurs accentuèrent la portée sensible du sujet en imaginant l'histoire du cheval qui l'amena à cette condamnation. Et puis, enfin, elles prirent parti en vilipendant l'homme responsable de ce drame. Mais une partie de la critique aussi condamna le sujet sur la base d'un constat moral. Le grand critique d'art Delécluze, par exemple, reprocha à l'œuvre que cette œuvre excita chez les spectateurs, je cite, des émotions et une sensibilité stérile. Fin de citation. D'autres blâmèrent dans cette œuvre son pathétisme jugé outré, son pathétisme complaisant destiné à un public bourgeois, c'est-à-dire un public béotien. On retrouve ce reproche dans la formule d'un des critiques « Quel drame, disent les bourgeois ?» où ce sentimentalisme, supposément outré et facile, il s'incarne aussi dans les nombreuses caricatures. Je vous présente seulement celle de Cham, qui va dans le même sens. Donc, Cham qui n'est pas hostile à Frémier à cette date-ci, il est même un ami de Frémier, mais il figure effectivement la propension à l'empathie et le caractère fruste de ce bourgeois qui, comme le dit la légende, qui, par humanité, achève la sculpture de Frémier. Cette opposition entre deux factions, celle prônant l'empathie, l'autre reprochant une sensibilité outrée, déplacée, elle se retrouve sous une autre forme, finalement, lors de l'exposition de 1904, oui, que je vous ai présentée. Cette exposition, d'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit, qui a comme président d'honneur Emmanuel Frémier. Cette exposition, elle ne trouva qu'un seul type de critique, une critique très spécifique qui n'a rien à voir avec l'art. C'est un reproche, ou la condamnation des œuvres à avoir une trop grande propension à figurer des animaux trop humanisés. Le critique, effectivement, ce type de critique est caractéristique. Un défaut pourtant est à signaler, les animaux manquent de vérité. En un mot, ils sont humanisés beaucoup trop. Ces animaux qui présentent des caractères anthropomorphiques, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, l'anthropomorphisme, il existe bien. Il se développe dans les beaux-arts durant le second XIXe siècle d'une manière assez spécifique. Il est souvent lié à l'empathie, il est aussi souvent lié à la cause animale. Lié à l'empathie, il permet à l'homme de s'identifier à l'animal, mais aussi de mieux le comprendre. Le fait d'attribuer aux bêtes des sentiments, des actions qui seraient propres à l'homme, c'est l'anthropomorphisme, constitue une sorte de médium, de traducteur de la pensée animale. L'anthropomorphisme, du reste, il a un socle scientifique puisqu'il découle en partie de la nouvelle science que constitue la psychologie animale et qui se développe essentiellement en France à partir des années 1830. L'étude du comportement animal, il se penche sur les causes profondes qui animent, en tout cas à cette date, sur les causes profondes qui animent les actions des espèces, voire les causes qui animent les actions des individus. Grossièrement, il y a deux approches qui s'opposent et qui se résument à travers l'ancienne l'animal-machine contre l'animal sensible. C'est-à-dire que soit les actions des animaux seraient des actions instinctives et donc mécaniques, soit, à l'instar de l'homme,
Leurs actions seraient mues par des sentiments intérieurs, mais aussi par la raison, par des pensées, des réflexions, un jugement. Ce sont des actions qui dépendraient de fait d'une volonté propre de l'animal. Et puis enfin, dans la psychologie animale, l'une des grandes questions, c'est l'absence ou non de morale animale. L'anthropomorphisme devient de fait une formule ingénieuse pour les artistes soucieux de représenter l'animal sensible. Il permet de doter leur sujet d'un caractère spirituel, parfois de lui donner effectivement une valeur morale et de donner aussi à la critique, c'est important, une matière à discussion et donc d'aiguillonner la visibilité de leurs œuvres, mais aussi possiblement d'aiguillonner leur succès. L'anthropomorphisme animal, c'est d'ailleurs une spécialité du peintre Schenk. Donc vous voyez ici deux œuvres, un pendant. Schenk, qui est un artiste naturalisé français dans les années 50, il produit à partir de 1860 des scènes, des sujets principalement ovins. Il dépeint la société ovine en peignant ses joies et ses malheurs. Dans son œuvre, l'anthropomorphisme, il reflète ou il traduit la vie intérieure qui anime ces moutons. C'est du moins ce que comprend la critique, qui voit en Schenk un ami des animaux. Je cite, « Monsieur Schenk aime ces moutons en homme qui ne les va pas chercher seulement pour les peindre, mais pour nous apitoyer sur eux. Il faut encore, c'est bien le moins, nous intéresser à elles, leur donner une expression, une pensée même. » Cette pensée, cette expression, finalement, effectivement, elle se caractérise, elle se traduit par des comportements très caractérisés, souvent exacerbés, et des situations elles aussi exacerbées, comme dans ce pendant, où le panneau du haut révèle un moment de félicité attendrissant, un âge d'or au vin, tandis que le tableau du bas révèle, sous la forme d'un tableau de genre, la détresse de moutons surpris par une tempête de neige aux abords d'un calvaire, avec à droite la mort potentielle, de l'autre côté l'espoir, avec les moutons guettant l'aube salvatrice, et ce n'est pas une exégèse, c'est quasiment littéral dans le tableau, et au milieu, cette scène de compassion ovine face à la désespérance d'une mère qui vient de perdre son petit. Là-dessus, c'est aussi ce que la critique comprend, c'est comme ça qu'elle dépeint le tableau, mais là-dessus, les critiques sont partagées. Et les commentaires, dans la plupart des commentaires, point un reproche, effectivement, c'est ce reproche fréquent, celui qui est de grimer la nature, d'échapper aux normes zoologiques, de manquer de vérité. Ces moutons, de fait, les moutons de Schenk sont qualifiés de moutons civilisés, de moutons du XIXe siècle. Ce type de critique qui reproche effectivement l'anthropomorphisme de Schenk, ce sont des critiques qui préfèrent des scènes, des pastorales plus traditionnelles. Celle de Rosa Bonheur, par exemple, qui, elle, est dans une veine plus traditionnelle, à l'exemple de Troyon, Rousseau, etc. Ce sont des œuvres plus descriptives et plus objectives qui sont réalisées effectivement dans les mêmes années. Ici, les 4 exemples que je vous ai montrés datent des années 1860-65. Alors, je n'irai pas plus loin sur le blâme lié à l'anthropomorphisme, sur le reproche de fausser la nature, parce que Thierry en parlera beaucoup plus longuement avec un cas assez caractéristique et spectaculaire. Au demeurant, l'anthropomorphisme qu'utilise Schenk, c'est un anthropomorphisme de comportement, vous le voyez, mais pas seulement. Cet anthropomorphisme, il se dévoile aussi à travers de grandes thématiques qui permettent aux spectateurs à la fois de comprendre immédiatement la scène, mais aussi de s'identifier. Des thèmes, ces thématiques, ce sont des thématiques interspécifiques, c'est-à-dire que ce sont des thèmes que l'homme partage avec l'animal. Ces thèmes, c'est souvent l'amour filial ou le lien de fraternité sociale. Ces thèmes, selon la critique encore, ils permettent de réinterpréter les scènes les plus touchantes de la vie humaine du point de vue de l'animal.
À cet égard, il n'y a rien d'étonnant que ce tableau que vous avez sous les yeux, nommé Angoisse, fut l'un des plus grands succès de l'artiste, un des plus grands succès du salon d'ailleurs de 79. Cette œuvre qui fut qualifiée par certains de tire-larme et selon d'autres critiques, ou plutôt pardon, je rembobine, je reviens en arrière, cette œuvre, elle n'attira finalement, elle non plus pas beaucoup de commentaires artistiques, mais plutôt une exégèse. C'est finalement la valeur de l'œuvre, elle se situe dans la dimension universelle de son sujet. Comme vous voyez dans ce commentaire, une mère qui perd son enfant, explique le critique Georges Dufour, y a-t-il dans l'échelle des douleurs quelque chose de plus saisissant, de plus navrant? Avec cette exégèse, ce n'est pas une vulgaire brebis qui bêle instinctivement, et le mot est important, c'est la mère qui se lamente et appelle du secours. Alors, Thierry Leger, justement, dans une de ses dernières publications, a souligné que, de manière juste, que Schenk renforçait d'autant plus la dimension iconique de ce type d'œuvre, de ce drame maternel, qu'il semble puiser dans le bagage culturel, dans les codes du grand genre, en détournant la grande peinture, puisque possiblement, effectivement, il puisa dans la peinture religieuse, notamment dans le thème de la mère de douleur, de la Mater Dolorosa. Alors, il est difficile, du reste, de statuer sur le caractère, opportuniste de Schenk. Effectivement, soit il exploite à dessein l'essor de la sympathie animale pour rendre sa production visible, soit il agit en artiste sincère, convaincu qu'il œuvre à une cause noble, ou à une cause qui lui est chère. De toute évidence, il apparaît que le tableau Angoisse l'a conduit à réaliser d'autres œuvres du même type, notamment ce pendant au titre significatif « L'orphelin ». Les personnages, vous le voyez, sont les mêmes. La composition n'est pas tellement différente. Finalement, le caractère innovant de cette œuvre-là, c'est, encore une fois, son exégèse, c'est sa critique, puisque l'œuvre fut perçue, cette fois-ci, sous le prisme d'un struggle for lifeisme, la lutte pour la vie, d'un struggle for lifeisme social. C'est, d'après la critique, la lutte pour la vie d'un orphelin encerclé par des charognards avides, c'est-à-dire des métaphores de... qu'est-ce qu'il dit ? De créanciers. Voilà. Donc ces batailles de la vie, comme les nomme le critique, c'est effectivement la lutte pour l'existence, à laquelle tous les êtres sont soumis. Et à cet égard, il faut dire qu'à partir des années 1870, essentiellement, l'anthropomorphisme, il est favorisé par le développement des théories évolutionnistes, qui étaient l'idée d'une communauté d'origine entre l'homme et l'animal. L'historienne de l'art et conservatrice Catherine Chevillot, qui est la première à œuvrer à faire connaître l'œuvre de Frémier, elle a révélé par exemple l'omniprésence des combats mixtes dans la production de Frémier, c'est-à-dire des combats entre homme et animal, et elle a souligné aussi l'importance du thème de la lutte pour la vie dans l'œuvre de Frémier. Renchérissons encore en soulignant que ces combats mixtes, ils n'opposent pas n'importe quel animal à l'homme. Comme vous le voyez, ce sont des animaux qui possèdent un anthropomorphisme naturel, la bipédie. Chez Frémier, l'homme ne s'oppose quasiment qu'à des animaux bipèdes. Ce sont des ours ou des singes. Par ailleurs, la lutte pour la vie, elle est en effet présente, mais elle ne s'incarne pas par des scènes de dévoration sauvage. Elle se concentre surtout sur des thèmes qui sont communs à l'homme et l'animal, c'est-à-dire, encore une fois, la protection de la descendance, la protection de la progéniture. De fait, le mobile des animaux de Frémier, les causes de leur comportement, sans être anthropomorphiques, ils sont toujours identifiés par les commentateurs. Par exemple, face à cette sculpture, le dénicheur d'oursons, la critique comprend immédiatement que cet ours est mu par un désir de justice vengeresse à l'égard de sa progéniture, dévastée par un chasseur, cette progéniture qui
pend lamentablement à la ceinture du chasseur. Pareillement, la critique encore s'apitoie sur le hurlement pathétique de cet ourson, les yeux tournés vers sa mère tuée par un moustérien, une sorte de Gilles de Rais, qui entraîne l'ourson qui se débat lamentablement en écarquillant les bras. Elle ne s'émeut pas autant, oui, je veux bien, sur ce groupe-ci, mais elle le comprend néanmoins. Elle comprend que dans ce groupe, il s'agit de la représaille d'un grand orang-outan qui est éviscéré par un chasseur et qui défend, ici encore, de son corps, sa progéniture, son petit. L'intéressant donc dans l'œuvre de Frémier, c'est en plus de l'anthropomorphisme du sujet et de l'anthropomorphisme de la conformation des animaux, c'est la presque absence d'opposition manichéenne entre l'homme policé et l'animal sauvage. En effet, l'homme, visiblement, est toujours présenté en agresseur, tandis que l'agressivité de l'animal, il apparaît toujours comme une réaction, une résistance à l'égard de l'homme face à l'homme cruel. De fait, les luttes de Frémier, elles n'appartiennent pas à ces luttes sauvages très fréquentes dans la sculpture, notamment la sculpture du 1er 19e siècle, ces sculptures par exemple de Barye, de ces luttes qui ne s'expliquent que par la férocité inhérente à l'animal. Non, les œuvres de Frémier, elles trouvent une forme de justification quasiment éthologique. L'intérêt, enfin, de cette œuvre de Frémier, c'est l'empathie qu'il fait sourdre dans le public, non plus seulement à l'égard des animaux domestiques, mais comme vous le voyez, à l'égard des animaux sauvages. Et ça, c'est une grande transformation, effectivement. Des animaux sauvages et aussi des animaux dits féroces. Alors, je terminerai sur cet élément et je laisserai la parole à Thierry Loger, en soulignant seulement, oui, je veux bien, ce paradoxe qui touche l'empathie à l'égard de la faune sauvage. En effet, il apparaît que dans les beaux-arts, que les beaux-arts suivent les préoccupations sociales, et c'est normal, elles suivent les préoccupations sociales concernant la cause animale, elles ne les dévancent jamais, c'est logique. Mais dans le cas de l'empathie à l'égard de la faune sauvage, en tout cas en France, c'est l'inverse. Le chercheur en histoire des relations hommes-animaux, Éric Baratet, souligne qu'en France, l'animal sauvage ne fit l'objet de campagnes de sensibilisation et de début de protection qu'à partir des années 1970. Or, cette sensibilisation à l'animal sauvage, elle apparut de manière ostensible à partir des années 1890 dans les Beaux-Arts. Elle apparaît de manière ostensible notamment dans des ouvrages de vulgarisation, mais dans les Beaux-Arts, ce sont souvent à travers les œuvres des élèves de Frémier, des disciples de Frémier, de ceux qui ont suivi les cours de dessin animalier qu'il dispensait au Muséum de Paris. Ces élèves, ce sont Charles Valton, Georges Gardet, autant d'artistes animaliers qui furent des artistes reconnus, importants, au tournant du XXe siècle. Et ces artistes débarrassent en partie la représentation des fauves de leur attribut féroce pour proposer un éventail plus ouvert de leur comportement, en privilégiant par exemple, comme vous le voyez, des scènes intraspécifiques et donc forcément un peu plus éthologiques. Et pour figurer effectivement des scènes de tendresse maternelle ou des liens d'attachement qui unissent des individus au sein d'une même espèce, comme ici dans ce slide en réinterprétation, le thème, le poncif du lion amoureux, dans une forme éthologique. Enfin, preuve de l'intérêt de ce type de sujet, de nouveaux sujets pour la collectivité, toutes les dernières œuvres que vous avez vues, elles furent systématiquement acquises par l'État pour orner les jardins publics, en offrant ainsi aux promeneurs une nouvelle vision plus nuancée et plus sensible du monde animal. Je vous remercie. Et je laisse la parole à Thierry.
Merci beaucoup Olivier. Alors nous l'évoquions en introduction, le cas spécifique de Bambi porté à l'écran par les studios Disney fut donc vécu comme une insulte à l'encontre des chasseurs. Et avec ce texte de Salton, réadapté pour le jeune public, une considération nouvelle de l'animal était proposée. L'animal tué n'est plus dans ce film un gibier abattu ou une prouesse d'un chasseur. Il s'agit d'une mère assassinée, un autre individu que soi, entre guillemets, que l'on comprend exactement comme ce tableau de Schenck. Bambi est vraiment un équivalent graphique de ce tableau de Schenck que nous venons de voir. Et dans le journal Field and Stream, cette comparaison est plus marquante encore lorsqu'un chroniqueur comparait d'ailleurs Bambi, pour s'en moquer, à Jésus. Il nous dit « Naturellement, une fois que Bambi est passé du statut de simple fan à celui d'un cerf Jésus superstar, la chasse aux cerfs par l'homme devient un crime comparable à la persécution du Christ. » Le philosophe Dominique Lestel a analysé dans son ouvrage « L'animal et l'avenir de l'homme » que je vous recommande très vivement, la façon dont les militants pour la cause animale sont régulièrement attaqués par les positivistes avec une même méthode, rendre trivial, rendre risible leurs propos. Je le cite rapidement par le plaisir de cette citation. La démarche des positivistes est totalement prévisible si elle ne s'exprime pas par le mépris glacial du savant ou espérait-elle à l'égard du plouc ou supposait-elle. Elle prendra souvent l'allure condescendante de l'explication pédagogique de base, mon enfant, un peu de paternalisme ne nuit pas, les choses sont plus compliquées que vous ne le croyez. Vous sombrez dans les erreurs bien connues, celles de l'anthropomorphisme. Donc le terme d'anthropomorphisme revient, il associe de particulier qu'il n'est en général utilisé que pour en faire le reproche. Il permet de qualifier un jugement erroné en raison de l'attribution de caractéristiques humaines aux non-humains. Mais l'anthropomorphisme fut aussi, dans la création artistique américaine, une méthode scientifique et une méthode pour envisager et figurer, donc là encore, cette psychologie animale et ainsi renouveler totalement le genre animalier. Faisons ainsi un bond d'un siècle en arrière et remarquons une autre mise en œuvre de cette rhétorique du discrédit dénoncée par Dominique Lestel, cette fois prononcée par le poète américain John Burroughs, que vous voyez ici représenté. En mars 1903, Burroughs, poète naturaliste, publie un article marquant intitulé « Real and Sham Natural History », donc une tribune virulente visant à condamner un nouveau genre littéraire intitulé « Les histoires animales » et il entend protéger les lecteurs contre les dérives de ce nouveau genre populaire. Selon lui, de jeunes auteurs à succès, parmi lesquels William J. Long, Charles J.D. Roberts, Jack London et Ernest Thompson Seton, tromperaient sciemment le public en falsifiant les comportements instinctifs des animaux et en dotant chaque bête d'une intelligence et d'une pensée. Donc ces animaux littéraires ne seraient, je le cite, que des humains déguisés en animaux. Ils pensent, ressentent, planifient, souffrent comme nous. En fait, ils possèdent presque toute la psychologie humaine. Ici, le terme est utilisé pour la dénoncer. Donc Burroughs fustige cette vision anthropomorphique propre à exciter donc l'imagination et à éloigner les lecteurs de l'animal réel. Parmi les coupables, Ernest Thompson Seton fut donc désigné comme l'un des plus malhonnêtes, sa dénaturalisation en quelque sorte s'accompagnant d'un serment d'authenticité. Dans la note au lecteur qu'il publie en tête de son recueil de nouvelles que vous voyez ici, intitulé « Wild Animals I Have Known » de 1898, Seton déclare, je le cite, « Ces histoires sont vraies » et que son sujet c'est, je cite encore, « la véritable personnalité de l'individu, sa conception de la vie et non les mœurs de la race en général, telles qu'elles sont vues par un œil humain distant et hostile. » Il s'oppose ainsi à l'histoire naturelle traditionnelle parlant d'espèces. Seton étudie des individus animaux et en offre des biographies qu'il illustre lui-même. Il est un Vasari de la nature.
Donc, pour comprendre les origines de cette querelle a priori littéraire, il convient de revenir brièvement sur la carrière d'Ernest Seton, le plus réputé, donc vous l'aurez compris, et le plus controversé dans ce mouvement. Il est initialement un peintre qui se forme à Londres en 1879 à la Royal Academy, donc un enseignement vraiment sérieux, durant 7 ans. Et pour des raisons de santé, il rejoint donc le Canada. Et il souhaite répondre à son goût pour l'animal. Il complète sa formation par l'étude d'ouvrages d'histoire naturelle. Et donc, en plein air, il parachève son apprentissage et il prend la décision de devenir un artiste naturaliste. C'est lui qui utilise ce terme dans son autobiographie, comme titre de son autobiographie, donc autant le conserver. Et il s'installe donc dans le Manitoba, à Carberry, dans la ferme de son frère, région de laquelle il devint ensuite le naturaliste officiel. L'American Museum of Natural History de New York conserve les carnets de notes sur lesquels Ernest Seton reportait ses observations en plein air et il y consigne les détails physiques des spécimens récoltés, de nombreux croquis à l'encre qui vont ponctuer donc ces registres. Et ces commentaires ne sont pas pourtant dénués d'un certain lyrisme. L'auteur cède souvent à l'expression de son ressenti de la beauté animale. En témoigne le commentaire nourri de mythologie olympienne pour ici le pic à front doré qui est représenté sur ce petit espace ici. Il nous dit « Les ailes déployaient une telle auréole de gloire que l'oiseau aurait été déifié dans la Grèce antique. Portant une lune sombre sur sa poitrine et le soleil flamboyant qui l'entourait, il semblait le véritable oiseau des enfants de Latone. » Vous voyez, on est très loin des commentaires naturalistes ordinaires. Donc le journal matérialise aussi l'absence de distinction à opérer entre l'éblouissement face à la faune et la pratique de la chasse. Seton pratique aussi la chasse au départ pour ses études. Donc, comme nombre de ses contemporains, il concevait à cette date la chasse comme un sport de plein air et à travers ce sport s'émerveillait de la beauté du vivant. Ce n'est pas contradictoire à cette date. Et ce profil correspond d'ailleurs aux idées véhiculées par les magazines populaires dédiés à la chasse aux États-Unis, parmi lesquels le plus célèbre, Forest and Stream, dirigé par George Bird Grinnell. Alors, bien que célébrant la chasse, ce magazine fut également l'un des principaux outils de sensibilisation à la conservation des espèces. La rédaction s'adressait aux chasseurs, célébrait leurs exploits, mais également elle enseignait les meilleures méthodes de traque et diffusait également les lois à respecter, l'éthique à observer face à l'animal sauvage. Vous voyez, les deux sont présents. Donc, dans ce cas précis, opposer la chasse à la cause environnementale serait par conséquent un anachronisme. Un tel antagonisme n'est pas juste, historiquement. Donc la plupart des publications militantes du temps condamnaient une catégorie de chasseurs seulement. En fait, elles condamnent ceux qui, dans leur pratique, ne respectent pas les populations animales et, par profit, mènent certaines d'entre elles à l'extinction. Pour faire carrière, Seton s'installa à New York en 1883 et commença à s'y faire connaître en tant que naturaliste et illustrateur, essentiellement pour la presse dans un premier temps, et c'est dans ce contexte qu'il va contribuer justement à ce journal Forest and Stream et qu'il va faire donc ses premières armes en publiant ses récits de chasse, comme vous en voyez un ici, donc présenté. Mais 15 ans plus tard, on est en 1899, Seton prend le parti de reprendre ces articles pour leur donner la forme d'un roman illustré sous le titre The Trail of the Sandhill Stag. Et c'est alors un tout autre regard sur la chasse qu'il propose à son lectorat. L'ensemble du récit porte sur la traque d'un cerf par Yann. Yann, c'est l'alias fréquent utilisé par Seton lorsqu'il raconte son enfance. Mais cette chasse relatée lui permet surtout de comprendre ses propres instincts. Se faisant prédateur au fil de la traque, il déclare découvrir le loup qui sommeille en lui. On le suit scruter le sol, apprendre à lire les signes du vivant. Et le lecteur suit ainsi le narrateur devenir un loup au fil du récit, comme il observera Buck, quelques années plus tard, de redevenir sauvage dans L'Appel de la forêt de Jack London. Donc la métamorphose chez Seton, elle est progressive, et l'ensauvagement passe par la découverte de l'instinct, puis par la manifestation physique de l'animal intérieur. Il dit, dans son texte, sentir sur sa colonne vertébrale, je cite, «
l'étrange picotement qu'il savait être le même que celui qui fait hérisser la crinière du loup quand il chasse. Et, au fil de la traque, soudainement, il laisse échapper le cri de son loup intérieur pour communiquer avec les membres de sa meute au loin. Cette traque, donc, permet à Yann de révéler son animal intérieur. Mais cet épisode, finalement, permet à Yann de franchir une nouvelle étape, puisque les loups se réunissent autour de lui, mais absolument pas pour l'accueillir dans la meute, mais pour en faire leur proie. Et donc, le protagoniste ne suit plus alors la piste d'un animal, comme depuis le début du récit, mais il devient celui que l'on traque. Et donc, Yann comprend désormais qu'il a su être un prédateur, mais que désormais, il vient d'apprendre à être la proie. Donc il dit « Je sais maintenant ce que ressent un cerf lorsque le grincement d'un mocassin ou le clic d'une gâchette se fait entendre dans le sentier derrière lui. » Et donc la formation du chasseur s'en trouve totalement bouleversée. Il ne cherche plus à piéger l'animal, mais à le comprendre, à apprendre de lui sur l'environnement et, fort de ses nouvelles connaissances, à être à même de communiquer avec lui. Alors, à partir de cet épisode, Seton, dans le texte, donne une voix aux animaux de son récit. La mésange, comme le cerf, s'adresse brièvement à Yann, ici, donc, véritablement en mots humains. Et il ne s'agit pas simplement d'une prise de parole anthropomorphique. L'auteur propose au contraire, et il le dit, une traduction pour son lecteur qui ne peut pas encore comprendre ce langage. Donc, véritablement, il s'agit d'un témoignage d'une intimité acquise avec l'animal. Et finalement, lorsqu'il peut abattre le cerf traqué tout au long du roman, il se souvient et il l'épargne. Il préfère donc conserver la beauté du vivant. Donc, l'iconographie de l'ouvrage s'en trouve totalement bouleversée, tandis que Seton ponctuait le récit d'une multitude de figurations telles que vous les voyez ici, du cerf toujours de dos ou de côté, pour placer le lecteur en position de chasseur, en fait, pour que nous soyons nous-mêmes dans la position de traque. L'illustration conclusive présente pour la première fois l'animal faisant face à l'observateur. On a désormais le regard direct de la bête qui est censé favoriser ce rapport empathique entre deux individus, et vous êtes l'un de ces deux individus. Donc cette révision de ses écrits en 1899 accorde une part très importante à la communication et à l'empathie avec l'animal, et tout cela résulte d'une évolution de la position scientifique de Seton. Lorsqu'il s'installa à New York en 1883, l'objectif de Seton, c'était d'être reconnu en tant qu'artiste scientifique et d'évoluer professionnellement dans cette voie. Mais une rencontre a eu une incidence majeure sur le devenir du jeune artiste, c'est celle de William Temple Hornaday, taxidermiste en chef au Muséum de Washington, qui organisa en 1886 une expédition de collecte de bisons dans l'Ouest américain. Hornaday souhaitait alerter l'opinion publique sur la disparition des bisons sauvages et qui étaient alors donc menacés de disparition à cause de la surchasse. Et étonnamment, donc, la taxidermie, comme vous le voyez ici, telle qu'elle fut envisagée, devait permettre de faire passer l'animal à la postérité, selon Hornaday. Hornaday définissait son entreprise comme une mission religieuse, celle d'offrir l'éternité à l'animal et donc de le rendre éloquent pour le visiteur. Il s'agissait de l'éduquer à la préservation des espèces. Donc, le bilan de cette expédition fut publié en 1887 dans un ouvrage intitulé « L'extermination du bison », et Hornaday souhaita offrir une place, comme dans les galeries du muséum, à l'expression de la beauté animale et de l'animal vivant. Et c'est à Seton donc qu'il va confier cette mission. Et vous voyez ici la gravure qui a été intégrée donc à ce bilan donc militant de la part d'un taxidermiste. Donc Seton se trouve bouleversé, en tout cas, par cette aventure et comprend que la beauté peut servir donc à l'éducation de son public. Et il ne reparaît dans la presse qu'en janvier 1897 avec un article marquant intitulé « Intercommunication of Wolves », donc l'intercommunication entre les loups, si on peut le traduire ainsi. Et Seton proposait pour la première fois un article visant à décrypter la vie et le point de vue des loups. L'auteur y dresse le constat selon lequel le loup serait l'un des principaux mammifères américains à recourir à des stratagèmes pour chasser ses proies et à user d'artifices, je le cite, d'artifices pour sauver sa peau. Seton propose donc dans cet article l'existence d'un langage des loups basé sur l'odorat.
il présentait ici l'évidence du flair affûté du loup, mais plus étonnamment les différences d'odeur des parties du corps et la capacité des individus d'une meute à en changer en fonction des situations. S'ajoute aux particularités individuelles et contextuelles de l'odeur de l'animal l'utilisation du marquage donc par l'odeur. L'ensemble de ces signaux est selon lui un langage évolué et non pas simplement une identification de territoire. Il explique qu'il s'agit en fait de hiéroglyphes olfactifs, simplement l'homme n'est pas capable de les décrypter. Donc l'artiste avait démontré dans cet article combien étudier l'animal vivant dans son environnement naturel était indispensable pour le comprendre et de fait le figurer. Mais c'est une fois encore par la chasse qu'il put attester donc l'existence de ce langage animal. Puisque Seton fut embauché dans un ranch en janvier 1894 en raison de ses connaissances sur les loups. Dans la région de Kurumpo, un loup réputé très intelligent parvenait à éviter avec sa horde tous les stratagèmes employés par les chasseurs locaux. C'est lors de cette traque que Seton réalisa combien Lobo, donc le nom qu'il donna au loup chef de cette meute, combien Lobo était effectivement doué d'une grande intelligence et communiquait avec ses congénères, puisque Lobo localisait les pièges, les évitait, les déterrait, les déclenchait, ramassait les morceaux de viande empoisonnée, les posait en tas sans jamais les consommer. Donc apparaît ici l'idée d'un animal qui apprend également, et qui ne réagit pas seulement par instinct, et surtout qui enseigne aux membres de sa communauté. Donc il y a vraiment cette idée d'une communication, mais aussi d'un apprentissage possible chez l'animal. C'est alors en prenant en compte ces capacités réflectives de l'animal que Seton parvient à le capturer. Au lieu de penser le loup comme une simple proie, il prend le parti de le considérer comme un individu doué de sentiments. Il avait remarqué que Lobo n'admettait à ses côtés qu'une femelle nommée Blanca, et Seton envisagea finalement de piéger la femelle. Il y parvient et il installe la dépouille de Blanca au milieu de nombreux pièges. Et c'est ainsi qu'il parvient à capturer Lobo, qui s'est précipité pour secourir sa favorite. Donc c'est ainsi en tirant parti des sentiments amoureux de Lobo que Seton parvient à l'atteindre. Il nous dit, pauvre vieux héros, il n'avait jamais cessé de chercher sa bien-aimée, et quand il trouva la piste que son corps avait tracée, il la suivit imprudemment et tomba ainsi parfaitement impuissant dans la poigne de fer des 4 pièges. Seton ne souhaite pas l'abattre tellement il est admiratif de cet animal et cet animal se laisse mourir. Donc de cette histoire au ton volontairement tragique fut tiré donc cet article sur la communication olfactive chez les loups, mais il réserva également la portée sentimentale de l'histoire pour un autre magazine, Scribner's Magazine, journal consacré aux sciences mais aussi à la littérature populaire. Et avec cette publication, donc intitulée The King of Kurumpo, A Wolf Story, en 1894, l'artiste propose pour la première fois un récit moral. Ici, un individu animal est chargé de véhiculer des sentiments jugés jusqu'alors proprement humains. Bien qu'artisan de sa mort, Seton amène le lecteur à compatir avec le chef de meute héroïque et donc l'amant transi. Ce faisant, il reconnaît une intelligence animale, un langage et des sentiments. L'homme pouvait alors pleinement s'identifier à cet animal et ressentir son drame, comme avec Schenck tout à l'heure. Il s'agissait alors d'une méthode particulièrement efficace pour sensibiliser au respect des bêtes sauvages. Seton parvint, semble-t-il, à convaincre par cette nouvelle. Quelques années plus tard, en 1901, il revient victorieux sur les réactions des lecteurs dans les courriers des lecteurs. Il nous dit « J'ai été amèrement critiqué premièrement pour avoir tué Lobo, deuxièmement surtout pour l'avoir raconté et provoqué la tristesse de nombreux cœurs tendres. À cela, je réponds, dans quel état d'esprit mes auditeurs sont-ils restés par rapport à l'animal ? Leur sympathie est-elle plus vive envers l'homme qui l'a tué ou envers la noble créature qui, supérieure à toute épreuve, est morte comme elle a vécu, digne, sans peur et déterminée ?» Cette nouvelle illustrée fut un tel succès que Seton put concevoir presque immédiatement son premier ouvrage de biographie animale, publié sous le titre très parlant « Wild Animals I Have Known », c'est-à-dire les animaux que j'ai connus, les animaux sauvages que j'ai connus, donc qui insistent sur cette idée d'intimité. Dans ces biographies animales, le mot d'ordre de Seton, c'est la vérité, ce dont on parlait tout à l'heure. Il entendait présenter des récits
réels d'animaux qu'il avait rencontrés et connus. Connaître relève donc ici de l'intime, il s'agit de la capacité de l'auteur à distinguer un individu animal du reste de son espèce grâce à la fréquentation régulière de ces animaux dans leur milieu. La biographie animale illustrée est ainsi un genre, mais un genre militant. Elle s'adresse aux plus jeunes, c'est certain. Seton leur apprenait à appréhender l'animal d'une nouvelle façon. L'enfant faisait la connaissance d'un individu animal, d'un individu doté d'un prénom, et il apprenait à se lier d'affection avec un animal réputé sauvage ou féroce. Et par un serment de vérité, les histoires narrées par Seton finissent toutes très mal, ce qui peut surprendre pour des écrits destinés à la jeunesse. Le lecteur assiste inévitablement à la fin tragique de l'animal qu'il avait appris à aimer. Il est soit abattu par un chasseur, soit tué par un prédateur, soit empoisonné. Donc l'image n'évacue d'ailleurs pas ces drames. Vous le voyez ici, le lecteur a appris à s'émouvoir au fil des pages, par exemple, pour les petits renardeaux que l'on voit ici, et l'image suivante est celle d'une illustration en pleine page nous montrant donc la portée morte, empoisonnée, et la mère qui se laisse ici mourir devant ses petits. Vous voyez ici quelque chose de très joyeux. Mais néanmoins, pourquoi est-ce que Seton fait cela? Ce n'est pas dans la même idée de se dire nous allons frapper par un drame et émouvoir au maximum. Il nous dit le fait que ces histoires soient vraies et la raison pour laquelle elles sont toutes tragiques. Tout simplement parce que la vie d'un animal sauvage a toujours une fin tragique, et c'est une règle naturaliste. Donc, ce genre littéraire est un genre triste, mais un genre qui a une vocation d'éducation et qui a fait l'objet d'une grande vogue. Donc la parution du premier recueil de Seton coïncida avec celle des ouvrages de William J. Long, je le disais tout à l'heure, mais également avec les ouvrages de Jack London, qui lui-même réclamait cette paternité à Seton et cette filiation, en tout cas, entre ses œuvres et celles de l'artiste qui illustrait lui-même ses nouvelles. Mais le fait que Seton illustre justement ses ouvrages, c'est ce qui le rend le plus particulier dans ce genre, c'est le seul. Et avec la publication de Wild Animals I Have Known, Seton sut franchir la limite que sa formation antérieure d'iconographe scientifique lui imposait. Puisqu'il était soucieux de susciter l'attachement des lecteurs pour ses héros, il y privilégie l'expressivité de l'animal. Les scènes illustrées convoquent des sentiments passagers de l'animal, et ces animaux ne parlent pas, vous le voyez, ne portent pas de vêtements, mais ils expriment leurs émotions par un langage corporel aisément compréhensible par l'homme. Donc vous voyez ici, ainsi figuré assis, et le regard triste, l'ourson Johnny Bear, qui rend évident son mal-être physique, ici remarqué. Vous voyez, je vous en ai mis un peu plus pour le plaisir, mais également la perdrix Redruff que vous voyez ici, qui attaque l'écureuil qui s'en prenait à ses petits, et qui a une expression faciale que tous ceux qui connaissent les têtes de Lebrun reconnaissent. Il s'agit donc clairement ici de l'expression de l'effroi. Et donc ces modifications physiques, néanmoins, ne sont pas outrancières, elles ne sont pas caricaturales, ce sont des légères adaptations qui ne visent qu'à provoquer l'attachement, mais qui ne dénaturent pas la physiologie animale. Nous sommes bien ici très loin, en quelque sorte, des planches usuelles de zoologie. Vous voyez ici cette confrontation entre des planches de Buffon et une planche de Seton, où nous avons d'un côté une planche d'une nouvelle populaire et de l'autre une planche d'ouvrage scientifique. Et contrairement à ce qui pourrait apparaître ici, la planche de Seton est en fait éminemment scientifique. Éminemment scientifique puisque la psychologie comme science est souvent associée aux travaux de Charles Darwin. Mais aux États-Unis, la psychologie comparée s'est aussi développée en opposition à Darwin. Et je renvoie ici à un ouvrage fondamental de Lewis Morgan, et en particulier son ouvrage « Le castor américain et ses ouvrages » de 1868, dont vous pouvez trouver la dernière édition en français aux Presses du Réel. Seton fut, c'est certain, un lecteur de Morgan, puisqu'il le cite souvent, et il cite souvent ses travaux dans ses écrits pour justement attester de l'intelligence et de la morale animale. Lewis Morgan poursuivait les travaux de l'Américain Louis Agassiz, lui aussi un opposant majeur au darwinisme,
Et comme Agassiz, Morgan observe dans l'ensemble du vivant la volonté, je cite, de l'être suprême. Et dans cette théorie, toute créature aurait reçu, ce sont ces mots, un principe mental, une capacité à raisonner plus ou moins développée en fonction des espèces. Donc l'idée d'une psychologie animale est par conséquent teintée chez lui de mysticisme. Il nous dit: quand le Créateur donna vie aux diverses espèces d'animaux, il confia à chacun la charge de sa propre existence. Un principe d'intelligence étant indispensable à cette fin, chaque individu se vit doté d'une essence mentale ou spirituelle à la fois distincte et mystérieusement associée au corps. Fin de citation. Donc Morgan s'intéressa en particulier au cas du castor, dans un cadre singulier, c'est en tant qu'entrepreneur qu'il fut amené à étudier les spécificités topographiques de la région de Marquette en 1855. Et son regard sur le castor est conditionné par sa profession et il y analyse les édifices des castors. Il va cartographier les barrages, les huttes, pour comprendre la pensée constructive des castors qu'il qualifie, je cite, d'ingénieux et industrieux architectes. Et en fait, son livre est un ouvrage d'architecture portant sur les barrages construits par les castors. Donc, en analysant les normes constructives des barrages, les logiques d'implantation sur les cours d'eau, l'auteur déduit l'évidence d'une intelligence animale. Et Morgan propose alors de lire chez tous les animaux les manifestations d'une intelligence animale, et il propose de lire également les manifestations de la mémoire, de la raison, du jugement, de l'imagination ou encore de la volonté. Et surtout, il suggère d'abandonner le terme cartésien d'instinct pour, je cite, aborder les phénomènes mentaux observables chez les animaux et ainsi libérer la psychologie animale de toute entrave factice. Fin de citation. Donc le mode d'analyse des différentes espèces proposé par Morgan est en nombreux points similaire à celui de Seton, Roberts ou Jack London. Tous furent des hommes de terrain. Ils relatèrent leurs observations sur le vivant en s'autorisant à lire chez l'animal un intellect ou des sentiments. Et les auteurs appartenant à ce nouveau genre littéraire se plaçaient ainsi dans une démarche anthropomorphique, certes, mais décomplexée parce que l'anthropomorphisme est devenu une science. En guise de conclusion, je voulais simplement évoquer une descendance de cet art animalier populaire, en l'occurrence chez le plus populaire de tous avec lequel nous avons ouvert, Walt Disney. Puisqu'en 1962 fut projeté The Legend of Lobo, un long métrage documentaire des studios Disney adapté donc de Seton. Et ce film appartenait à la série des True Life Adventures qui, comme le suggère leur titre, était censé rendre la vérité du vivant à l'écran. Alors Disney soutenait que l'idée de produire des films basés sur des animaux vivants était née justement pendant la préparation de Bambi. Puisque afin que les animateurs étudient l'animal dans son milieu, le producteur avait envoyé des caméramans sur le terrain pour réaliser des films à l'intention des animateurs. Et le matériau réuni l'encouragea à s'aventurer dans un genre supposément nouveau auquel il donna le nom de wildlife cinématographie, entendez, reportage animalier. Donc cette proclamation d'authenticité rappelle bien sûr les déclarations de principe de Seton. Mais toutefois, dans d'autres articles, le maître du dessin animé apporte une nuance majeure. Il nous dit « Nous ne visons pas l'enseignement des sciences naturelles. Notre but principal est toujours de proposer un divertissement intéressant et agréable dans les salles de théâtre ou de cinéma. » Ce que montre clairement cette adaptation de Lobo. Puisqu'à partir d'une nouvelle, les scénaristes ont conçu 67 minutes de film. La biographie d'un loup, narrée en chanson, bien évidemment, et en country. Alors que Seton s'était concentré sur les diverses tentatives pour piéger l'animal, démontrant l'intelligence et la sensibilité du loup, le film de Disney s'ouvre avec la naissance de Lobo, suivi d'une multitude d'épisodes censés permettre aux spectateurs de reconnaître la personnalité du jeune loup et suivre son récit initiatique pour s'y attacher. Nombre de scènes illustrent le caractère aventureux du jeune loup. La mignonnerie est à son comble quand Lobo se lie d'amitié improbable avec une jeune gazelle. Et cette adaptation est en fait une hybridation de la formule à succès de Bambi.
et du livre de Seton. Ceci est d'autant plus clair à la 30e minute, quand Lobo et sa famille sont poursuivis par des cow-boys qui abattent la mère du héros, ce qui n'est absolument pas présent chez Seton. Et comme pour Bambi, les scénaristes avaient misé sur un très long conditionnement du spectateur par la mignonnerie afin de rendre la mort d'une louve déchirante. Ce n'est par conséquent que dans les 16 dernières minutes du film que la nouvelle de Seton est réellement portée à l'écran, et ce dans une version très éloignée de l'original. La mort des parents est un motif récurrent pour écrire la vie animale dans les films de Disney, mais en général, les personnages principaux ne meurent pas. Les bons personnages principaux. Mais par conséquent, Blanca, ici, ne peut pas mourir, et elle est piégée par les chasseurs et enfermée dans une cabane, et bien évidemment, l'intelligence de Lobo va lui permettre de se venger du chasseur, le ridiculiser, c'est-à-dire libérer tout son bétail et secourir sa compagne, et ainsi décrire la légende de Lobo, d'où le titre. Donc il n'y a plus grand-chose en commun avec la nouvelle originale. Mais simplement, nous l'avons vu, les histoires naturelles de Seton finissent toujours mal, pour l'idée de vérité. Disney optait quant à lui pour l'attachement et la fantaisie, qui ne serait, selon ses mots, je le cite, que la réalité avec une touche de folie. Fin de citation. Donc cet arrangement avec la nature peut toutefois rejoindre efficacement les ambitions de Seton. Disney défendait l'intelligence et la sensibilité animale dans la nature. On peut se poser la question, mais en tout cas, le producteur sut saisir la popularité de l'identité non humaine et il anima l'animal. Donc ces True Life Adventures films sont composés d'éléments filmés dans la nature, mais scénarisés pour susciter l'émotion, la peine, la joie du spectateur, à vrai dire, comme tous les documentaires animaliers aujourd'hui. Donc en mettant à l'écran l'histoire de Lobo, Walt Disney avait fait le choix non pas de l'adapter, mais de poursuivre l'action populaire de Seton. Comme Seton, Disney savait combien la protection animale pouvait passer par un art divertissant, émouvant et évidemment par l'anthropomorphisme. Les mots de Disney sur ces films sont en ce sens particulièrement adaptés pour qualifier cet art animalier populaire, et je terminerai avec cette citation. Dans la mesure où ces films sont instructifs, nous devons admettre qu'ils peuvent aussi enseigner. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup à tous les deux. On a du temps, il est 16h35, on a un bon gros quart d'heure pour une séance de questions-réponses. Le micro est à vous, à la salle. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment très instructive. J'avais une question par rapport à une figure qui a été évoquée à travers une sculpture de Frémier, mais il en a fait beaucoup plus que ça, c'est la figure du singe. La figure de singe qui a toujours été un petit peu étrange et qui, par l'humanité aussi qu'elle reflète et par le côté proche qu'elle a de primate avec l'homme, a toujours été un petit peu particulier. Je voulais savoir en quelle mesure la représentation du singe, est-ce que déjà elle est plus fréquente à partir de la seconde moitié du 19e siècle, et comment est-ce que également son évolution qui passe soit de la moquerie ou soit de la monstruosité, ça dépend qui le dépeint, comment justement cette figuration du singe permet de montrer une plus grande humanité et de sensibiliser également à la cause animale. Merci. J'ai la première question. C'est une bonne question et une question complexe à la fois. Le plus simple, c'est très factuellement, le singe, il est quasiment absent dans la sculpture, 19e en tout cas. La sculpture est la sculpture monumentale parce que Frémier il réalise surtout, en fait il réalise 3 grandes sculptures monumentales sur les singes. Et au 19e, on en a très peu. On a un portrait d'antan d'un orang-outan juvénile. On a Barry qui réalise une petite édition de singes montant une antilope. Donc des sujets finalement un cocasses et un peu satiriques.
Et chez Frémier, effectivement, ce sujet est assez compliqué à aborder. Alors, Catherine Chevillot, par exemple, s'est beaucoup interrogée sur la dimension, sur la portée philosophique du singe dans l'œuvre de Frémier, puis son rapport avec l'évolutionnisme. C'est compliqué parce que Frémier, par exemple, ne parle jamais de ses propres considérations, de ce qu'il a, effectivement, s'il adhère ou pas à l'évolutionnisme. Et puis, le singe chez Frémier, effectivement, il est plutôt de l'ordre du monstre. C'est pour ça d'ailleurs que la critique n'a pas été très sensible au martyre de l'orang-outan, que je vous ai montré, qui est éventré, parce que le singe, c'est effectivement un miroir monstrueux de l'homme. Alors, j'ai l'impression de ne pas bien répondre à votre question. J'essaye de... Si, ça correspond un petit peu ou je suis passé à côté? C'est peut-être au-delà de Frémier. Voilà, par exemple, sur l'œuvre de Frémier, il y a autant justement je ne sais plus le titre exact, mais cet enlèvement de femmes par un orang-outan. Et en même temps, il y a le portrait de Jack, qui était un orang-outan bien connu, et qui représentait avec une sorte de dignité. Et justement, au-delà, je connais mal, je vous avoue, la réception de Frémier à travers la sculpture, qui, je sais, a été importante, mais je ne sais pas en quelle mesure elle l'est. Comment est-ce que cela peut évoluer par rapport à la réception, et également on regarde d'autres œuvres comme Gabriel Van Max, par exemple, qui va représenter l'humain, le singe, mais face à un squelette qui est étrangement humain, ou avec des yeux d'humain, ou avec une pensée ou des positions humaines. Et je voulais justement savoir quel était le point d'achoppement autour de cette figure particulière qui est un humain qui ne l'est pas tout à fait et qui quand même exprime des choses. Et comment est-ce que la réception sensible par rapport à la cause animale a pu se faire sur cette figure en particulier? C'était déjà un élément de réponse. Je te laisse intervenir aussi. Oui, bon, si tu veux, tu pourras effectivement intervenir. Le singe, par exemple, que vous évoquez de Dantan, le portrait, effectivement, c'est plutôt, là pour le coup, le médium, c'est le médium artistique qui est un peu moqué, parce que c'est ce que Dantan produit, c'est à la fois un portrait sérieux d'une grande vedette qui est Jack, l'orang-outan du Jardin des Plantes, qui a été présenté en 1836. Et en même temps, c'est une caricature, une sorte de caricature finalement de l'homme. Des caricatures comme Dantan produit beaucoup. Frémier, c'est assez compliqué. Pour moi, par exemple, Frémier, l'avantage de la bipédie, c'est aussi qu'elle élève, par exemple, l'animalier, justement, en présentant deux êtres qui n'ont pas le même statut, mais effectivement qui sont tous les deux dans des postures redressées. Et la sensibilité animale à l'égard du singe, alors moi, à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment de sensibilité ou d'empathie. D'ailleurs, effectivement, l'orang-outan, c'est vrai, c'est surtout il est construit par la littérature comme, effectivement j'avais produit un article là-dessus, comme un étrangleur, un tueur d'hommes. C'est effectivement l'étrangleur d'Edgar Allan Poe, oui, je cherchais le double assassinat à la rue Morgue. C'est aussi l'orang-outan du roman de Walter Scott, Robert comment? Je ne sais plus. Effectivement, l'orang-outan, par exemple, il est déjà construit, il a déjà une fable qu'il présente en monstre. Et donc, la sensibilité, moi qui suis plutôt vraiment 19e-iste, je la vois pas, et il faudrait peut-être puiser dans le 20e. Toi, tu as quelque chose En fait, c'est juste... Enfin, si je peux me permettre, hein, vraiment, moi je pense qu'en effet, le singe dans la sculpture, en tout cas comme tu l'as pu l'étudier aussi, hein, et chez Frémier, n'est pas vraiment un singe réel. N'est pas vraiment un singe réel, c'est qu'il devient simplement un miroir, et en effet un miroir grossissant ou une version bestiale de l'homme dans son utilisation presque parodique et quand on a, par exemple, en effet, et c'est le titre de l'époque, hein, Gorille enlevant une négresse, on est véritablement ici dans une adaptation de l'enlèvement d'Europe, par exemple. On est vraiment dans de l'adaptation, vraiment du rapt, des thèmes très traditionnels que l'on peut trouver. Et ici, on leur donne une version monstrueuse.
Frémier adore jouer avec les versions monstrueuses on va dire de la tradition. Je pense qu'il y a plutôt ça. Et je pense que le gorille réel, il faut attendre quelques années encore pour qu'il y ait des études aussi sur les primates dans leur environnement, ce qu'on n'a pas véritablement à part du chahut. Donc on a encore beaucoup de temps, à mon avis, avant de vraiment pouvoir se pencher sur les gorilles et sur les orang-outans dans leur environnement. Enfin, c'est de mon point de vue. Merci pour vos deux interventions vraiment magnifiques, je trouve, et qui donnent matière à penser sur aussi notre condition actuelle et notre relation avec la condition animale aujourd'hui. Et je pensais aux dernières campagnes de l'association L214 qui en fait habitue maintenant à une image justement non pas du train fantôme des animaux martyrisés dans les abattoirs, etc., mais au contraire à des animaux pris dans à la fois leur douceur, leur tendresse, et donc dans cette généalogie, dans le fond, vous donnez un socle très intéressant et qui pour nous, qui travaillons aussi en tout cas sur l'actualité, permet aussi non pas de relativiser, mais de mettre, disons, une certaine profondeur de champ, d'imposer une certaine profondeur de champ, en particulier aux réactions d'aujourd'hui. Je pense à cette étudiante qui avait très mal réagi à une séquence de la règle du jeu, de séance de chasse que je présentais au musée d'Orsay. Et Renoir, dans ce film presque à la hauteur du lapin, si je puis dire. Il est comme un lapin qui filme un lapin. Il est en tout cas à cette hauteur-là. Et en fait, ça a été très mal pris par une étudiante américaine qui a dit qu'elle ne supportait pas ces images de violence et donc qu'elle ne suivrait pas mon cours parce qu'elle était végétarienne et que ça lui était insupportable. Donc, quel est vous qui êtes justement, qui comprenez l'histoire sur une durée plus longue, comment vous arrivez à resituer cette sensibilité d'aujourd'hui par rapport à la sensibilité que vous décrivez si bien dans le passé? Alors, en fait, déjà sur la première partie de votre question, parce que j'aime beaucoup cette réaction par rapport à la L214, qui est un point vraiment important, parce qu'il y a, à mon avis, aussi une histoire à mener et un vrai travail de fond à mener sur la façon dont on fait réagir sur la cause animale. Et c'est vrai qu'il y a deux manières opposées de sensibiliser. Il y a sensibiliser par montrer la réalité de la violence. Et ici, j'ai l'autre aspect, c'est sensibiliser par la beauté animale et peut-être par la splendeur du monde animal. Et je crois que c'est cette opposition qui est ici. Et en fait, on a tendance à ne conserver que l'une des deux. Et je pense que c'est aussi par tradition nationale. Parce que si on regarde justement ce que montrait Olivier avec les débuts des campagnes de sensibilisation de la SPA, c'est quasiment toujours par les démonstrations et l'image choc de la violence infligée à l'animal. Alors qu'aux États-Unis, on a complètement retourné la question en travaillant véritablement sur la douceur, la beauté. Je pense que vraiment il y a quelque chose ici qui est lié à la sensibilité aussi nationale, parce qu'encore en Angleterre, on aurait une troisième version. On n'avait pas le troisième intervenant pour la version anglaise, mais ça aurait son sens. Je recommande pour cela la lecture de l'ouvrage de Kerry Cronin, qui est juste fabuleux, qui s'appelle Art for Animals, et qui travaille justement sur la façon dont l'Ansir a été utilisé pour les campagnes anti-vivisection. Mais voilà, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser le larmoiement, mais en quelque sorte l'animal suppliant pour qu'on s'intéresse à lui. C'est une autre manière, on est toujours dans le rapport à l'homme, et là on est aussi dans le rapport à l'animal domestique. Je crois que c'est aussi un des éléments à prendre en compte, je m'éloigne de votre question, j'en ai conscience, mais ce qui peut caractériser l'animal qu'a étudié Olivier jusqu'au lion, le lion à part, c'est qu'on est ici face à des animaux domestiques. Reste à se questionner, est-ce que les lions qui ont inspiré tes sculpteurs étaient vraiment des animaux sauvages ou des animaux de ménagerie? Mais ça, c'est un autre débat. Et ça, c'est aussi très particulier à la France. C'est-à-dire que les campagnes du 19e pour réfléchir sur la cause animale, elles portent sur les animaux que l'on produit pour de la consommation. Pour de la consommation ou pour de l'agriculture, tout simplement. En Angleterre, on va beaucoup plus travailler sur le chien, et c'est-à-dire des animaux qui vivent avec nous et des animaux avec lesquels on a des liens sentimentaux et amicaux.
Et c'est très intéressant de voir qu'aux États-Unis, on s'intéresse aux animaux sauvages avec lesquels on est censé être les plus éloignés. Et je pense que ça tient aussi au territoire de chacun de ces espaces. Je sais, en tout cas, qu'en Angleterre, c'est la ville qui a développé la sensibilisation à l'animal. En France, on veut toucher les campagnes et le monde agricole. Aux États-Unis, on souhaite toucher les chasseurs qui vont exterminer des animaux dans le Grand Ouest. Et je pense que justement, les causes de ces trois pays et les espaces dans lesquels ça se passe justifient, à mon avis, le type de campagne visuelle. Et comme toute image, enfin, je ne vous apprendrai rien, surtout pas à vous, sur cette question-là, comme toute image, je pense que l'enjeu contextuel national est indispensable à prendre en compte. Et c'est vrai aussi pour l'animal. Finalement, l'animal a vraiment des logiques sociales et nationales. Et je suis complètement parti de votre question que j'ai oubliée. Ce qui est normal. La fin de votre question, pardon, excusez-moi. Non, c'est l'autre question, c'est est-ce que vous avez, vous, affaire à des réactions éventuellement justement de sensibilité, j'allais dire extrême, mais ça n'a pas de sens, de sensibilité tout court, mais qui ne supportent plus en fait tout simplement la vue de la violence sous la forme artistique, j'entends, c'est-à-dire que la question derrière étant l'esthétisation en fait de toute forme de violence. C'est-à-dire que ça fait, en gros, ça fait de la peine. Et du coup, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de faire de la peine ou non? Et est-ce que vous rencontrez cette... Alors, je l'ai rencontré parce que certains sont là, donc je les salue aussi, auprès de mes étudiants, mais parce que j'ai eu la chance d'enseigner les Animal Studies ces 3 dernières années. Et donc, on a pu aborder toutes ces questions en cours avec les étudiants. Et je dirais qu'il n'y a qu'un cas sur lequel cette question elle apparaît. Et bon, c'est les problématiques sur lesquelles je travaille le plus en ce moment, c'est en effet la taxidermie. C'est la taxidermie où qu'est-ce qu'on fait d'un artefact qui a une peau animale? Et systématiquement, on peut pencher d'un côté ou de l'autre. Et pour certains, il est insupportable de parler de taxidermie sans parler de l'animal vivant. Et dans ce que j'étudie, justement, avec Ornadé, on nous dit qu'au contraire, c'est un monument à l'animal et sensibilisé. Et oui, on a affaire à ça, mais une fois encore, je pense que notre rôle est d'expliquer ces images et qu'il ne faut surtout pas renoncer. Mais ces réactions, elles sont en effet... assez courante, et j'ai l'impression qu'avec la taxidermie, elle le crée très fréquemment, en tout cas en termes d'irritation naturelle du rapport à l'animal. Mais voilà, j'ai pas d'autres solutions à donner, mais en tout cas, oui, le rencontrer clairement. Je pense que toi non. Pas assez d'expérience pour le... On a le temps pour une dernière question. Vous parlez d'un cheminement qui est intéressant, c'est-à-dire l'homme qui va donner des sentiments à l'animal et qui va au final le rendre plus proche de l'homme qu'il ne l'était lorsqu'on lui enlevait cet aspect-là. Ce que vous avez dit par exemple, Olivier, en parlant de l'animal robot et de l'animal qui ne l'est pas. À un moment, vous avez évoqué ça. Mais moi, j'ai un phénomène autre en tête également, lié à la psychologie animale. C'est par exemple ce que fait Art Spiegelman dans Mouse, où là, on a, je dirais presque une approche opposée. C'est-à-dire que dans ce livre-là, on fait passer quelque chose d'extrêmement horrible qui a touché l'homme à travers l'animal. Et c'est quelque chose qu'on voit, enfin moi personnellement, je l'ai vu en bande dessinée très tôt, au tout début du 19e siècle, où on essaye justement de montrer certains génocides ou des choses comme ça à travers l'animal. On essaye de faire passer des messages ou des choses que l'on ne peut pas montrer parce que ça a attrait à l'humain. Et comme ça a attrait à l'animal, on arrive au final à le faire voir à l'homme. Et ça, je pense qu'au final, c'est l'opposé. Et c'est quelque chose qui s'est développé à peu près en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, on a eu ce que vous avez montré, et qu'après, on a une sorte
d'opposition, mais qui vient pas, comment dire, qui vient pas dire ah ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de vraie opposition, mais c'est juste comment dire, une sorte de parallèle en fait, qui serait différent. Est-ce que vous pensez que on peut rejoindre les deux? Ça, c'est ma question. Elle est un peu compliquée, hein, désolé. Je vois que tu veux. Non, juste. Ok. Parce qu'en fait, effectivement, là, il s'agit de l'anthropomorphisme inversé. C'est-à-dire, le mouse, ça correspond exactement, j'imagine, à Granville, par exemple, au début du 19e siècle, c'est-à-dire des hommes qui ont des caractéristiques animales et qui permettent de caractériser, effectivement, l'homme selon, justement, les spécificités de l'animal, la lionne, qui est la femme sure d'elle, le lion, etc. Et ces deux anthropomorphismes, effectivement, ils sont complètement opposés. Mais ils agissent de la même manière, c'est-à-dire c'est une lecture en miroir, c'est un pont qui permet de mieux comprendre ou mieux caractériser une espèce. Mais je vois que je te laisse... Non, c'est tout bête, hein, c'est juste parce que... voilà, donc l'un des étudiants en question que je mentionnais tout à l'heure. Donc en effet, mais Art Spiegelman, il y a une bizarrerie à prendre en compte dans tout ça. Parce qu'un animal n'en vaut pas un autre dans son lexique. Et on parle bien de souris. Et ici, il s'agit bien, et Spiegelman le dit lui-même, de choisir des nuisibles. De choisir des nuisibles pour justement que cette histoire d'un génocide parle à partir d'animaux dont on se fiche du point de vue émotionnel, dont on a l'habitude de repousser l'intégration en quelque sorte. Et ce ne serait absolument pas la même si il s'agissait d'un ensemble de petits fans dans la BD. Mais justement, Salten a été interdit parce que justement on estimait qu'il jouait sur le sentimentalisme pour parler justement donc du nazisme. Donc ces choses sont là, mais dès qu'on va ici, on pense à la ferme des animaux d'Orwell, on pense à tous ces outils animaux qui servent en quelque sorte à parler de l'homme, mais qui ne sont que des costumes. Je dirais des costumes d'animaux. Ce qui se passe ici, c'est qu'en aucun cas on parle des animaux. Par contre, ça nous parle de notre rapport aux animaux. C'est qu'ici, et Spiegelman le dit lui-même, ce qui est terrible, c'est que ce qui était dur à endosser avec des hommes, on arrive très bien à l'endosser avec des animaux, ce qui montre aussi notre éloignement très clair vis-à-vis de l'animal, c'est-à-dire que l'animal peut souffrir puisque finalement il est tellement éloigné de nous en termes sensitifs, et c'est bien pour ça que Spiegelman était terrifié de voir que finalement ça s'est passé si bien. Son texte lui-même, on se rappellera donc lui-même de son article où il est terrifié de recevoir un prix comme meilleure œuvre de fiction alors que lui-même estimait qu'il faisait un ouvrage d'histoire. Et vous voyez, vraiment, il y a cette logique, en tout cas, qui apparaît ici. On en a déjà parlé ensemble, donc je ne vais pas aller très loin sur ce point, mais on a, en tout cas, selon moi, deux discours sur l'animalité. Ici, on est sur un discours sur l'animalité où on souhaite apprendre à l'homme à être sensible à l'animal. Dans l'autre, je pense que Spiegelman n'a pas fait exprès de nous parler de notre sensibilité à l'animal. Je pense qu'il était parti comme principe que nous n'étions pas suffisamment sensibles à l'animal et qu'on pouvait parler d'une histoire humaine grâce à notre insensibilité à l'animal. Je pense que c'est plutôt là où on se situe. Merci beaucoup. On va clore la séance en vous remerciant encore une fois, tous les deux.